raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle de 1999. L'affaire Nadir Sedrati, c'est le nom de l'assassin, à qui on peut coller l'étiquette de tueur en série, puisqu'il a tué au moins 3 personnes, et sans doute beaucoup plus. Mais vous verrez, on ne trouve pas vraiment chez lui les caractéristiques d'un vrai tueur en série, les petites manies, vous savez, qui font le mystère des serial killers. Sedrati serait plutôt un type sans foi ni loi, qui tue comme il respire, pour rien, ou si peu. Voici donc Sedrati, le dépeceur du canal, une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je vous préviens, accrochez-vous, car cette histoire commence par une boucherie, une scène de crime abominable. Nous voilà fin mai 1999, dans la région de Nancy, sur les bords d'un canal, le canal de Jarville-la-Malgrange. Un matin, sur les coups de 6 heures, un pêcheur lance sa ligne, et nom de Dieu, un pied qui flotte. Le pêcheur court alerter la sécurité du canal, un type arrive. « Il est où votre pied, là ?»« Il est là, regardez !» Et il trouve le pied bloqué contre une pile de pont. Il le remonte, le pouce est à gauche, donc c'est un pied droit. En sale état, couleur vert de gris, putréfié, en vérité. Bon, si vous voulez mon avis, c'est quelqu'un qui s'est balancé dans le canal, ça. Ça arrive souvent. Et le pied a dû être tranché par une hélice de bateau, voilà tout. Le lendemain, rebelote. À quoi 500 mètres de là, un éclusier appelle la sécurité des voies navigables. Allô ? Il y a un truc qui flotte près de mon écluse, là. Ça m'a tout l'air d'une tête, figurez-vous. Une tête ? Hier un pied, aujourd'hui une tête ? Qu'est-ce qu'on va trouver après ça ? Dis-moi, tu veux bien le repêcher le temps qu'on arrive ? Ah non. Moi je touche pas à ça, hein. C'est pas mon boulot. Je vous ai prévenu, vous venez le faire vous-même. On repêche la tête. Elle est aussi complètement putréfiée, avec un œil qui pend, la langue qui pend et une oreille décollée. Le type a dû être mouliné par une hélice. À mon avis, c'est ça. Et donc on s'attend à retrouver, morceau par morceau, tout le reste du corps. Les voies navigables font passer le message à tous les professionnels du canal. Si vous trouvez d'autres morceaux, vous nous prévenez. Et le lendemain, il fallait s'y attendre, nouvelle alerte. Un sexe d'homme, figurez-vous, qui flotte dans le port Sainte-Catherine à Nancy. Et un peu plus tard dans la journée, au même endroit, un morceau de sternum et des côtes. Et le jour même, à l'écluse de Jarville, une main coupée nette. Et à partir de là, on ne parle plus d'un suicidé mouliné par une hélice de bateau. Non, une hélice n'aurait pas sectionné le sexe comme ça, ou découpé les côtes. On a affaire à un corps qui a été coupé en morceaux, et les morceaux jetés à l'eau. C'est un meurtre. Et le lendemain, ça continue. Sous le pont Gabriel-Fauré, on trouve le pied gauche, et 4 morceaux de chair humaine. Et à chaque fois, bien sûr, les morceaux sont envoyés à l'Institut médico-légal de Nancy, où petit à petit, on reconstitue le puzzle. Et ça se confirme, c'est un meurtre. Et de un, les pieds, les mains et tous les ossements ont été tranchés nets, alors qu'une hélice les aurait arrachés. Et de deux, sur certains morceaux, il y a des traces de coups de couteau. Le type a été poignardé, puis découpé et jeté à l'eau façon puzzle. D'après le légiste, la mort remonte à 1 mois et demi. Et donc une information judiciaire est ouverte, un juge est désigné et il choisit la police judiciaire de Nancy pour conduire l'enquête. Les flics commencent par aller voir les éclusiers, un par un. Et là on leur raconte une histoire qui remonte au jour qui précède la découverte du premier pied. Il y avait des odeurs, une horreur. Alors j'ai cherché d'où ça venait. Et puis j'ai vu des tripes qui flottaient, de la tripaille quoi. J'ai cru que c'était des tripes d'animaux. Alors je les ai ramassées et je les ai jetées dans un sac poubelle. Je voulais pas laisser ça au milieu du canal, vous comprenez ? Mais si ça se trouve, ça venait d'autres gars, là. Si ça se trouve. Et donc les flics vont à la décharge. Et à l'odeur, ils retrouvent le sac. Les viscères putréfiés filent à l'Institut médico-légal et ce sont bien des viscères humaines. Quelle enquête ! Et vous allez voir, c'est pas fini.
Et on continue comme ça à remonter des morceaux, jour après jour, sauf qu'à un moment, il y a un blême. Il y a un gros blême. Voilà, mais c'est plus la même histoire, les gars. On a 3 rotules, figurez-vous. 3 genoux. Donc il n'y a pas une, mais 2 victimes. Incroyable rebondissement. C'est un double meurtre. Et l'urgence est donc de donner une identité à ces 2 cadavres. À cette époque-là, fin des années 90, on commence à maîtriser la technique de l'ADN. Mais il n'y a pas de fichier. Et donc c'est pas l'ADN qui va nous donner des noms. En revanche, dans le puzzle, on a une main. Et donc potentiellement des empreintes digitales. Je dis potentiellement parce que la main a séjourné dans l'eau pendant 1 mois et demi. Faut pas rêver. Avec l'eau, les chairs ont ramolli. Mais à l'Institut médico-légal de Paris, il y a un expert qui sait reconstituer le dessin des empreintes même après un long séjour dans l'eau. Il réclame juste du temps. Il lui faut 15 jours pour reconstituer l'empreinte digitale. Et puis un jour, ça y est, il l'a. On la compare à toutes les empreintes recensées dans le fichier national. Désolé les mecs, ça donne rien. Hein. Et là, de 2 choses l'une. Ou bien le type n'est pas enregistré dans le fichier, ou bien l'empreinte est mauvaise. Coup de chance, depuis peu, un logiciel permet de reconstituer les empreintes déformées. Et là, ça marche. C'est bon, j'ai un nom. Hans Gassen. On a donc identifié une victime. Et après comparaison génétique, il se trouve que tous les morceaux repêchés sont les siens, sauf la 3e rotule, qui pour l'instant reste anonyme. Et donc les flics de la PJ de Nancy se rencardent sur ce Hans Gassen qui a fini en 1000 morceaux dans le canal. C'est un Allemand qui a fait récemment de la prison en France pour une histoire de vol de camion. Il a purgé sa peine à Saint-Mihiel, dans la Meuse, pas loin. Il est sorti de tôle fin août 98, il y a donc un peu moins d'1 an. Et là, il serait rentré en Allemagne, où il aurait été hébergé par un de ses copains, un ancien taulard lui aussi, un certain Hans Müller. Et d'ailleurs, il y a une semaine, cet Hans Müller a signalé sa disparition à la police allemande. Donc Hans Gassen vivait en Allemagne depuis sa sortie de prison. Alors comment se fait-il qu'on le trouve en kit dans un canal en France ? Les policiers de la PJ de Nancy se font remonter par leurs collègues allemands la facture détaillée du téléphone du copain Müller. Quand il était chez lui, Gassen a reçu plusieurs coups de fil de France, de Lorraine, et notamment des appels en provenance d'un foyer de Jarville, le foyer Jean Stauffer, qui accueille pas mal d'anciens taulards. Et qui est quoi ? À 100 mètres du canal. Et puis Gassen a aussi reçu des appels d'un certain Philippe Grossior, qui habite Laxou, près de Nancy. Et assez vite, ils se rendent compte que ce Grossior n'existe pas. C'est un faux nom. Et derrière se cache un escroc qui fait ding-ding dans les fichiers de police. Nadir Sedrati. C'est un ancien détenu, lui aussi, de la prison de Saint-Mihiel, dans la Meuse, où il purgeait une peine de 5 ans pour usurpation d'identité. Il est sorti de tôle en mars dernier. Et vérification faite, il a aussi une piole au foyer Jean Stauffer. Et donc ce Nadir Sedrati est le seul à avoir appelé Gassen, le mort, dans les semaines qui précèdent sa disparition. Ça en fait clairement un suspect. Mais ça n'est pas le seul. Le copain Müller peut très bien lui aussi l'avoir assassiné et fait la route pour venir se débarrasser de son corps en France. Et ça fait donc 2 suspects. Le 21 juillet, ils sont placés tous les 2 en garde à vue. Hans Müller est arrêté chez lui, en Allemagne, avec sa femme et sa fille. Son appartement est perquisitionné et il ne comprend pas pourquoi. Alors on lui explique. Votre ami, Hans Gassen, il a été retrouvé mort en France. Il est choqué. Il ne savait pas. Il a l'air sincère. Nadir Sedrati, lui, est interpellé chez lui à Laxou. Les policiers fouillent son appartement de fond en comble. Ils cherchent bien sûr du matériel qui aurait pu servir à la découpe du corps. Et ils trouvent tout ce qu'il faut. Des couteaux, une scie de boucher,
Un étau fixé au plan de travail de la cuisine, c'est pas courant ça. Un étau dans une cuisine. Mais surtout, toujours dans la cuisine, il trouve une broyeuse à végétaux. Vous savez, ces machines qui permettent de réduire des branchages en sciure. Sedrati en a une à côté de sa gazinière. C'est très étrange parce qu'on est dans un appartement au 2e étage. Le type n'a pas de jardin et il a dans sa cuisine une machine pour broyer les branchages. Et du coup, on se dit que peut-être c'est par là que sont passés les corps. D'autant que partout, sur le sol, sur la porte, sur le mur, on trouve des taches brunes qui ont l'air d'être des taches de sang. Et quand les policiers décollent le lino de la cuisine, waouh, une odeur terrible. Et c'est pas tout. Chez Sedrati, dans la cave, on trouve un sac de chaux vive. Et ça aide à résoudre un mystère. Le légiste qui a examiné tous les morceaux du cadavre a mis à jour une bizarrerie. Tous les morceaux ont séjourné dans l'eau 1 semaine, sauf la tête. La tête semble avoir séjourné dans l'eau depuis beaucoup plus longtemps, au moins 1 mois et demi. La chaux peut expliquer cette différence de maturation, si vous voulez. On aurait mis la tête dans la chaux et pas les autres morceaux. Pourquoi ? Sans doute pour la rendre méconnaissable. Et puis, dernière chose qu'on trouve chez Sedrati, dissimulé dans son canapé, un bocal. Un bocal qui contient des cristaux de poudre blanche. De la drogue ? Peut-être. En tout cas, le bocal file direct au labo. Une fois la perquisition terminée, Sedrati est placé en garde à vue. Monsieur Sedrati, quelle est la nature de vos relations avec Hans Gassen et avec Hans Müller ? Quand les avez-vous vus la dernière fois ? Oh ben, on a organisé ensemble des petites arnaques. La dernière fois que je les ai vus, c'était quoi ? Au mois de mai ? Monsieur Sedrati, Hans Gassen est mort. Et c'est pour ça que vous êtes dans notre bureau. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça. À la fermée, ils sont venus chez moi tous les deux. Et puis, il y a eu une dispute. Müller s'est énervé. Moi, je suis parti. J'avais pas envie de me mêler de leurs histoires. Mais c'est bien possible que ce jour-là, Müller ait saigné Gassen. Ouais, c'est bien possible, mais moi, j'y suis pour rien. Donc, Sedrati accuse le copain Müller. Le juge ne croit pas un mot de son histoire. Enfin, c'est tout de même chez Sedrati qu'on trouve tout le matériel de découpe et la broyeuse à végétaux. C'est pas chez Hans Müller. Si Müller voulait tuer Gassen, pourquoi l'aurait-il fait chez Sedrati ? Ça n'est pas lui qui a amené le matériel de boucher, qui a amené l'étau, qui a amené la broyeuse. Et donc Sedrati est mis en examen pour assassinat et écroué. On de la raconte, la suite de votre récit. Et les choses se compliquent pour lui quand on reçoit l'analyse de la poudre blanche qu'il planquait dans son canapé. On pensait que c'était de la drogue, de l'héroïne ou de la cocaïne. Eh ben pas du tout. C'est du poison, figurez-vous. C'est du cyanure. 1 kilo de cyanure. Et là, ça ouvre des horizons. C'est peut-être ça, l'arme du crime. Sedrati empoisonne Gassen, et après il le découpe en morceaux. Ça se tient. Et ça n'est pas difficile à vérifier. Si Gassen a été empoisonné au cyanure, il y a forcément des traces dans son corps. Le labo analyse plusieurs morceaux de corps, et bingo, il y a du cyanure dans la barbaque. D'où vient-il, ce cyanure ? Ça ne se vend pas au supermarché, évidemment. Le cyanure est utilisé dans l'industrie. Il y a donc des revendeurs dans toutes les régions, et il y en a un dans la région de Nancy. Les policiers vont le voir, le grossiste évidemment a un grand cahier dans lequel il note le nom des gens à qui il vend du cyanure. Vous pourriez nous dire si vous avez vendu du cyanure au mois de mai dernier ? Ah oui, bougez pas. Alors, j'ai vendu un lot de cyanure à un certain Joël Royer. Joël Royer. Eh bien, allons le voir. Et là, les policiers tombent sur un brave type qui leur raconte une histoire incroyable. Depuis 1993, depuis 6 ans, quelqu'un utilise son identité. Il a porté plainte 3 fois. Et en 1995, il y a 4 ans, il a obtenu que l'usurpateur soit condamné pour avoir utilisé son nom. Et qui était l'usurpateur ? Je vous le donne en 1000. Nadir Sedrati.
Et c'est donc Cedrati qui a réutilisé 4 ans plus tard cette fausse identité pour acheter du cyanure. Et c'est donc lui qui, de toute évidence, a empoisonné Gassen. On a trouvé des tasses de café chez lui. Le cyanure est un produit amer. Il n'y a que le café pour dissimuler un peu son goût. Et voilà donc le scénario qui se profile. Cedrati tue Gassen, on verra plus tard pour le mobile. Il l'empoisonne avec du cyanure. Il démembre son cadavre avec le matériel de boucher. Et pour être certain que la tête soit méconnaissable, il la met dans de la chaux vive. 1 mois plus tard, il va jeter le tout à l'eau dans le canal de Jarville. Ça se tient. On ne peut pas dire qu'il a improvisé. Il avait prémédité son coup. Il avait le matos, il avait le cyanure, il avait de la chaux vive. C'est donc un assassinat. Je vous l'ai dit, les policiers sont à peu près certains que l'assassin est Cedrati. Mais pour bétonner leur dossier, il faut refermer complètement la porte Hans Müller. Cedrati dit que c'est lui qui a tué Gassen, que ça s'est passé chez lui, mais qu'il n'était pas là. Le juge veut donc organiser une confrontation entre les 2 hommes. Mais le problème, c'est que Müller ne veut pas venir en France. Il a peur d'être rattrapé par de vieilles affaires. C'est un marlou, Müller. Il n'a peut-être pas tué Gassen, mais c'est un marlou. Et donc les policiers acceptent que la confrontation entre les 2 hommes ait lieu dans un bureau de police binational qui se trouve juste sur la frontière franco-allemande. Et voilà donc les 2 oiseaux face à face, de part et d'autre d'une grande table. Il ne faudrait pas qu'ils s'empaillent. La femme de Müller est là aussi. Et voilà ce que racontent les Müller. Le 20 mai dernier, Hans Gassen est bien chez eux, en Allemagne. Et d'ailleurs, ils ont fêté son anniversaire. Et puis dans la nuit, il a disparu. Ils ne l'ont pas entendu partir, mais il a disparu. Le lendemain matin, Müller, inquiet, l'appelle sur son portable. « Allô ? T'es où, Hans ? Comment se fait-il que tu sois plus à la maison ? » « Je suis sur la route, là. Je vais à Nancy, chez Cedrati pour une affaire. »« Ah, ok. Mais rappelle-moi quand t'es arrivé, alors que je sache que t'as pas eu de pépin sur la route, quoi. » Müller raconte alors que Gassen le rappelle un peu plus tard. « C'est bon. Je viens d'arriver chez Cedrati, tout va bien. Je te rappelle quand je sors du rendez-vous avec lui. » Et là, Müller dit qu'il ne l'a jamais rappelé. Jamais. Et donc, il a fini par appeler Cedrati. « Allô, Nadir ? Est-ce que Hans Gassen est toujours chez toi ? » ?»« Oui, il est chez moi. »« Tu peux me le passer, s'il te plaît ? » ?»« Ah non, je peux pas, il se sent pas bien. »« Mais comment il se sent pas bien ? Donne-lui du café, ça va le remonter. Et dis-lui de me rappeler, surtout. » Et l'autre ne l'a jamais rappelé. Et ce qui pousse les policiers à croire ce que leur dit Müller, c'est que son récit colle parfaitement avec les relevés téléphoniques. En face, de l'autre côté de la table, Cedrati est hirsute de colère. « Menteur, va ! Mais quel menteur, celui-là !» À un moment, il tente même de renverser la table qui le sépare de Müller. Les policiers doivent le rasseoir de force. Et à ce moment-là, la femme de Müller remarque un détail. « Regardez là ! Regardez sa chemise ! Il a une chemise jaune, c'est la chemise qu'on a offerte à Gassen pour son anniversaire. Il l'a sur lui. » Cedrati porte depuis son arrestation une chemise qui appartenait à la victime. Ça ne va pas arranger ses affaires. La confrontation se termine, Müller et sa femme repartent libres et Cedrati retourne en prison. C'est lui, c'est sûr. Et c'est d'autant plus certain qu'il a un passé, Nadir Cedrati. Un sacré passé. Je vous ai expliqué que sa spécialité était l'usurpation d'identité. Il a été condamné à plusieurs reprises pour ça. Et vous allez voir, c'est très intéressant. La première fois, c'est en 1982 à La Rochelle. Cedrati s'entiche d'un enseignant dépressif à la retraite, André Gachy. Et un jour, cet André Gachy disparaît. Et quelqu'un se met à utiliser sa carte de crédit, et son chéquier, et ses papiers d'identité. Bref, sa vie. Et ce quelqu'un, c'est Cedrati. À l'époque, on le soupçonne d'avoir zigouillé ce monsieur Gachy. Mais comme on ne peut rien prouver, comme on n'a pas retrouvé son corps, il est acquitté pour le meurtre. Et juste condamné pour l'usurpation d'identité. Et ça recommence en 1994.
Cedrati s'entiche d'un vieux monsieur qui habite en banlieue parisienne, Léon Cross. Même scénario, il disparaît. Et Cedrati s'installe dans sa vie, et même chez lui. Mais là, Cedrati n'est pas condamné parce qu'on n'a pas retrouvé le corps de Léon Cross. Il bénéficie d'un non-lieu pour le meurtre. Mais il prend 5 ans pour usurpation d'identité. Bref, le passé de Cedrati ne plaide pas en sa faveur, il ne s'est jamais fait pincer, il a eu de la chance jusqu'ici. Mais on peut raisonnablement penser qu'il a déjà tué par le passé. Depuis son arrestation, Cedrati est en prison à la maison d'arrêt de Nancy. Et là intervient un événement assez déroutant. Un matin, les gardiens le trouvent à moitié pendu avec les draps de son lit. Et on découvre que depuis son arrestation, il a un comportement très étrange. Il mange ses excréments et il boit son urine. Et là on se dit, est-ce qu'il n'est pas fou? Alors on le montre à un expert psychiatre qui établit qu'il n'est pas fou, mais qu'il joue au fou. C'est un simulateur qui pensait avoir trouvé la parade pour ne pas être jugé. Et on s'aperçoit que ça n'est pas non plus la première fois qu'il se fait passer pour fou. Dans le passé, il a fait plusieurs fois des séjours en psychiatrie. Et c'est d'ailleurs là qu'il a rencontré la plupart de ses victimes, ceux dont il piquait l'identité, à l'hôpital psychiatrique. Sacré coco, hein? Pervers, manipulateur, un vrai tordu. Mais si vous m'avez bien suivi depuis le début, vous savez qu'il nous reste un mystère à résoudre. La 3e rotule. On a bien retrouvé 3 genoux dans le canal. Il y a donc une 2e victime, qui elle aussi a été empoisonnée au cyanure. Il y a du cyanure dans la 3e rotule. Et donc on se met à chercher parmi les ex-codétenus de Cedrati et on s'aperçoit que 2 d'entre eux ont disparu depuis leur sortie de prison. Gérard Stel et Norbert Ronfort. Lequel des 2 a fini en morceaux au fond du canal? Et là, c'est pas difficile. Il suffit de comparer l'ADN de la rotule à celle de la famille des 2 disparus. Les membres d'une même famille ont une partie d'ADN en commun. Le problème, c'est que Gérard Stel a été adopté. On ne sait pas qui sont ses parents, mais il a 2 demi-sœurs. On leur fait un prélèvement, on compare, et c'est Gérard Stel qui a fini en morceaux au fond du canal. L'enquête va révéler que Cedrati lui a fait croire qu'il avait du travail à lui proposer à sa sortie de prison. Alors il l'a fait venir à Nancy, il lui a fait boire un petit café un peu amer, et voilà, le mobile. Dans les jours qui suivent, Cedrati se met à utiliser sa carte de crédit, il retire au total 3 000 francs, 450 €. C'est ça le mobile, rien de plus, 3 000 balles. Et Norbert Ronfort alors, parce que lui aussi a disparu. À sa sortie de prison, il rêvait de s'acheter un camping-car et de renouer avec sa famille en allant les voir avec son camping-car un par un. Tant qu'on y est-ce qu'il l'aurait pas zigouillé, lui aussi? Possible, parce qu'on a maintenant l'ADN de la famille Ronfort. Et on compare avec l'ADN des taches de sang retrouvées chez Cedrati. Et bingo, il y a le sang de Ronfort dans la cuisine de Cedrati. Ça fait 3. Sauf que là, on n'a pas de cadavre. À un moment de l'enquête, le juge fait vider le canal complètement. On trouve des tibias de Gassen, une omoplate qui appartient à Gérard Stel, mais pas un seul morceau de Norbert Ronfort. En revanche, on s'aperçoit qu'à sa sortie de prison, Cedrati, sous l'une de ses nombreuses identités, a proposé à Ronfort de lui vendre un camping-car. Pas cher. Il l'a donc fait venir chez lui. Il lui a sans doute offert un café. Et on ne l'a jamais revu. Et de 3. En avril 2002, Nadir Cedrati est donc jugé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy pour 3 assassinats, qu'il nie et qu'il va nier pendant tout le procès, contre les évidences, avec un aplomb, avec une gouaille absolument insupportable. Il fait son show dans son box. Il énerve tellement tout le monde qu'il prend le max, perpétuité avec 20 ans de sûreté. Il fait appel, il est rejugé à Metz en mai 2003, et là il prend le max du max, perpète avec 22 ans de sûreté.
À l'heure où je vous parle, il est toujours en prison, mais les 22 ans de détention minimum approchent. Il sera libérable à partir de 2021. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Et pour le débrief de cette histoire, je suis donc avec maître François Robinet, qui est l'avocat de la famille de Gérard Stel. Alors l'histoire est longue et complexe, vous avez noté que je n'ai pas pu m'attarder sur le procès. Je compte un peu sur vous, maître, puisque vous y étiez. C'est vrai qu'il a fait son show? Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Vous auriez pu ajouter même qu'il franchissait les marches du box en sautillant comme s'il venait faire son théâtre, car c'est un véritable histrion finalement dans le box des accusés qui jouait qui faisait son show, comme vous l'avez dit très justement. C'est-à-dire quoi? Il faisait des jeux de mots, des choses comme ça? Exactement. Des jeux de mots, puis tournant en dérision les remarques qui lui étaient faites, protestant son innocence, interpellant ses avocats, menaçant l'avocat général de se tromper, de commettre de nombreuses erreurs dans son réquisitoire, bref, quelqu'un qui voulait mener les débats, en définitive. Il a nié jusqu'au bout. À aucun moment, il ne reconnaît quoi que ce soit. Jusqu'au bout. Il n'a jamais reconnu, pas plus en première instance qu'en appel. Est-ce qu'on a un doute sur Norbert Ronfort, dont on n'a jamais retrouvé le cadavre, ou est-ce que vous, qui avez assisté aux 2 procès d'assises, considérez qu'il a aussi tué Norbert Ronfort? Écoutez, vous avez bien insisté sur les avantages qu'on a tirés de la biométrie pour les empreintes digitales, mais aussi de l'ADN en ce qui concerne le sang, notamment de Norbert Ronfort, pour répondre à votre question. Donc il y a le sang de Norbert Ronfort dans sa cuisine? Absolument, absolument. C'est d'ailleurs démontré, mais il y avait aussi des indices plus compromettants, pour ne dire Cedrati encore, mais c'était des détails qui, ajoutés les uns aux autres, le confondaient. Écoutez bien, ce qui était essentiel aussi, c'est qu'il ait profité de l'identité de Norbert Ronfort pour percevoir sa pension du travail, parce qu'il avait une pension de retraite, enfin il a perçu de la sécurité sociale une pension dont il a bénéficié en usurpant son identité. Quand on lui met les éléments intangibles en face, ça le fait pas bouger d'un millimètre. Pas d'un millimètre. Pas d'un millimètre. Puis c'est quelqu'un qui est sûr de lui, si vous voulez, qui se joue des uns et des autres. Vous avez pu mettre en exergue finalement son rare machiavélisme à l'égard de ses victimes. Vous avez pu voir qu'il les recrutait en maison d'arrêt et il profitait pour trouver sa proie d'avoir affaire à quelqu'un de vulnérable, de solitaire, sans famille, à qui il proposait de l'aider à s'en sortir, à se réinsérer avec le camping-car que vous avez cité, ou bien encore, comme vous l'avez dit très justement, pour l'aider à se réinsérer, par exemple pour M. Gachy. Vous citiez effectivement cette affaire de La Rochelle, mais c'était un enseignant retraité qu'il a rencontré dans un hôpital psychiatrique à qui il a offert un gîte rural pour se reposer. Et alors il l'a invité à venir dans ce gîte rural, mais malheureusement, aussitôt qu'il y est arrivé, on n'a jamais plus vu en ressortir, ce malheureux homme. Une question technique, pour quelle raison est-ce qu'on ne rajoute pas au dossier le cas d'André Gachy et celui de Léon Cros? André Gachy, on peut comprendre, il a été acquitté, on ne peut pas revenir sur l'autorité de la chose jugée. Léon Cros, c'était faisable? C'était faisable. C'était faisable, mais probablement que le juge d'instruction n'a pas été saisi par le parquet. C'est incroyable, parce que en vérité, il en a tué 5. Et on peut être certain qu'il en a tué 4, au minimum. Et on pouvait le juger pour 4. Je me demande même s'il n'en a pas tué davantage. Probablement. Parce qu'il y a des... Le premier, Gachy, c'était en 88. Le deuxième, en 94. Il passe pas 6 ans à se tourner les pouces. Ah non. Et puis vous voyez tout ça dans un but purement utilitaire. Usurper l'identité de quelqu'un. C'est-à-dire que l'identité, c'est ce qui individualise une personne. Elle a dépouillé de son individualité, c'est donc usurper son identité, ou tout au moins reconnue pour telle, par des actes d'état civil. Donc il s'arroge, il prend les papiers, et donc il tue d'abord. Il prend les papiers, ensuite transforme son état civil en prenant l'identité de la personne qu'il a massacrée pour percevoir ensuite les avantages soit du travail, soit de la pension, soit de la sécurité sociale de la personne qui l'a massacrée. Mais on ne parle pas de sommes extraordinaires. À chaque fois, ce sont quelques milliers d'euros. De francs, en l'occurrence, à l'époque. Quelques milliers d'euros. Ce n'est pas extraordinaire. C'est vrai que, bout à bout, ça peut lui assurer quand même un petit fixe, mais ça démontre simplement son avidité,
Je pense qu'il donne d'abord et avant tout une expression à sa simulation dont vous avez parlé, à son usurpation aussi. Et c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui aime tromper, c'est quelqu'un qui aime se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Regardez par exemple, dans le récit que vous parliez du nom de Grancior. Oui. Il a pris une identité purement imaginaire. Quand il prend le nom de Royer pour acheter du cyanure, c'est encore une fausse identité. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir sans cesse de fausses identités. Vous avez assisté, maître, aux deux procès d'assises qui ont jugé et condamné Nadir Sedrati. Pour quelle raison est-ce qu'on est arrivé à éclaircir ce mystère? Est-ce qu'il a recours à du cyanure? Parce que c'est un poison qui n'est guère utilisé. Aujourd'hui, on l'utilisait au 19e siècle, le cyanure, et même avant ça, au 18e siècle. Mais c'est un poison qui est tellement repérable dans le sang des victimes qu'on ne peut pas le dissimuler. Donc pourquoi est-ce qu'il a recours au cyanure? C'est un coup tordu, ça. C'est vrai qu'on peut l'interpréter comme ça, mais c'est pas auprès de lui qu'on a pu obtenir une réponse, ou tout au moins une explication là-dessus. Oui, il en donne pas, on pense qu'avec le cyanure, la personne qui l'avait dans son café, et je pense qu'il s'agissait précisément de ces malheureuses victimes, eh bien, il ne leur fallait pas beaucoup de temps pour pouvoir perdre conscience et lui laisser par conséquent la faculté qu'il prévoyait de les massacrer, voilà, ça va vite, quoi. De les découper. C'est un avantage pratique, le cyanure. Ça va vite et ça fait pas de tâches. C'est pratique pour ça. Mais pourquoi les dépece-t-il alors? Parce que pour le coup, là, il en met partout. C'est-à-dire qu'on retrouve chez lui l'ADN de toutes les gens qu'il a découpés dans sa cuisine. On peut mettre ça sur le compte de quelqu'un qui pensait ne pas être... qui pensait bénéficier de l'impunité le plus longtemps possible et surtout ne pas être intercepté, interpellé et inquiété. Je pense qu'il devait penser faire le ménage dans sa cuisine parce qu'il y avait du travail à faire. Il ne l'avait pas fait, néanmoins. Ah non, il y avait beaucoup de travail à faire parce que vous avez pu remarquer que les malheureux policiers qui sont venus faire une perquisition chez lui ont été même incommodés par les odeurs, tout ce qui est nauséabond dans sa cuisine. Il avait découpé tout de même pas mal de cadavres. Débat de criminologie, maître Robinet. Est-ce que vous considérez, vous, que Sedrati est un tueur en série? Alors, il a tué plusieurs fois, mais ça ne suffit pas à utiliser le vocable de tueur en série, ça. En tout cas, pour l'expert psychiatre, non. Pour lui, c'est clair. Ce n'est pas un tueur en série. Pour moi, personnellement, je me retiens, bien sûr, je me rapporte à ce que disent les psychiatres, qui sont plus autorisés que moi à le dire, mais je pense que Sedrati, c'est un problème d'usurpation d'identité. Et c'est un but purement utilitaire. Il n'a aucune empathie. C'est quelqu'un qui n'a aucun respect de la vie humaine, et qui, par conséquent, dès lors qu'il est sûr, tout le moins certain de bénéficier de son impunité, il n'hésite pas à aller jusqu'à massacrer quelqu'un qui lui faisait confiance, envers lequel, d'ailleurs, il a dû probablement jouer de ses dons de simulateur. Parce que vous savez que c'est quand il était à la prison comme coiffeur qu'il recrutait précisément ses victimes. Oui, il était coiffeur en prison. Il était coiffeur à la prison. Ce qui évidemment lui a permis de recueillir des confidences. Oui, exact. Et c'est à travers ces confidences qu'il arrivait à jauger la personnalité de sa victime. Et s'il la sentait malléable, vulnérable, la victime lui racontait à quel moment il allait pouvoir sortir de prison, il lui proposait de l'aider à se réinsérer, etc. Ce que vous avez dit très bien dans votre rapport. Dans votre exposé, là, c'était tout à fait juste. Vous avez dressé la personnalité de Sedrati qui, comme une araignée, tissait sa toile. Et puis, sa proie venait dans sa toile. Et voilà, il la dépecé dans sa cuisine ensuite. Je n'ai rien dit de ce qu'il était fondamentalement, de son histoire personnelle. Peut-être qu'on peut en dire un mot, vous n'êtes pas son avocat, mais vous vous souvenez sans doute de son curriculum vitae. Malgré tout, c'est un homme dont l'enfance a été fracassée, qui a manqué de repères dans l'enfance. C'est un gamin abandonné, c'est ça? C'est un peu vrai, mais je ne vois vraiment pas en quoi, pour un homme de plus de 50 ans, le fait que d'origine algérienne et abandonné par ses parents, mais pris en charge par une famille française qui lui a donné un prénom français, sans lui retirer son nom originaire. Je ne vois pas très bien en quoi ceci a pu faire naître des difficultés d'adaptation, au point qu'il en soit à tuer des pauvres types qu'il rencontrait à la prison.
Vous vous souvenez de son prénom français, parce que je ne l'ai pas donné dans mon récit? Oui, c'était Dominique, tout simplement. Il s'est à nouveau réappelé Nadir après, dans sa vie courante. Exact. Il s'est ensuite, il a plus tenu à ses origines, je crois que c'était algérien, hein, Nadir Sedrati, je crois qu'il était d'origine algérienne. Mhm. Est-ce qu'à un moment, pendant le procès, il a eu le début d'un geste à l'égard des familles? Je pense à vos clients, la famille de Gérard Stel. Comment ont-ils vécu le procès? Aucun, vous n'imaginez pas. Aucun. C'est vraiment l'individu qui n'a aucun regret, aucun remords, que l'infraction n'atteint pas. Quand il répond à l'avocat général, écoutez, usurpation d'identité, oui. Assassinat, non. Je ne suis pas capable d'assassiner quelqu'un, dit-il. À l'avocat général, auquel il répliquait, mais de front, vous voyez, sans le moindre respect d'ailleurs, mais avec un aplomb considérable. Hein. Donc il est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Il est donc libérable à partir de 2021. Qu'ont dit les psychiatres et qu'avez-vous ressenti vous-même sur sa dangerosité? Est-il pensable de le laisser sortir à l'issue de sa période de sûreté? Poser ça à un avocat, cette question à un avocat le met un peu en difficulté, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sa dangerosité reste une véritable question. Oui, l'avocat est embêté. Tout individu est capable de faire un effort sur lui-même. Peut-être que parvenu à l'âge où il va sortir de prison, il aura compris ça m'étonnerait qu'il poursuive encore dans cette voie-là. Mais qu'en sait-on? Il aura plus de 80 ans quand il sortira, s'il sort au bout de 22 ans. Oui, donc on peut considérer qu'il sera calme. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.